Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, je m'appelle Bérangère Fally, je suis chargée d'innovation chez Technocité et avec ma collègue Vanessa Méné, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette journée internationale de Girls in ICT Day. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour nous, voilà, au nom de Technocité, qui est un centre de formation dans tout ce qui est les compétences dans créativité numérique, pour ouvrir au métier des technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est tout ce qui tourne, par exemple, autour de voilà, la gestion du web, l'architecture réseau, l'intelligence artificielle et aussi les technologies des industries créatives. Et donc là, on est plus dans les technologies gaming, l'audiovisuel, plusieurs technologies et compétences que vous pouvez acquérir chez nous. Alors chez Technocité, on n'est pas seul à organiser l'événement aujourd'hui. Donc on a plusieurs partenaires qui sont là aujourd'hui. Il y a Delphine du KIC avec Marine, Joie Hubert du Eurometropolitan Campus. Il y a aussi Alice Damplot. On a vu, oui, il y a le club de la presse de Hainaut et également, ouais, et aussi, on veut dire un grand merci à Loubna d'Assiska, Eusiska et ses collègues qui nous accueillent aujourd'hui dans ce lieu inspirant. Donc, si on vous a rassemblés aujourd'hui, c'est parce que donc c'est le Girls in ICT Day. On veut vraiment valoriser l'accès des femmes aux carrières TIC et ICC. Donc, quand je parle de TIC, c'est technologie de l'information et de la communication. ICC, c'est tout ce qui est industrie culturelle et créative. Et donc, on veut vraiment valoriser la diversité, l'inclusion dans ces thématiques-là, dans ces secteurs. Et c'était important aujourd'hui pour nous d'avoir les intervenantes à nos côtés qui vont témoigner de leur pratique, de leur expertise, de leur expérience aussi, tout ce qui est des biais, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau de la formation. Et donc, je vais sans plus attendre leur laisser la parole pour qu'on puisse échanger là-dessus. Donc, on va procéder avec, on a différentes thématiques sur lesquelles les intervenantes vont partager leur expérience avec vous. Et on aura une petite session de questions-réponses à la fin et puis du temps pour échanger après. Voilà. Donc, on va parler d'une introduction avec une personne que j'apprécie beaucoup, qui est Julie Henry, qui travaille à l'université de Namur, donc qui est docteur en informatique et qui a une expertise dans tout ce qui est la didactique et les questions de genre. Et Julie, aujourd'hui, elle va partager avec nous donc tout ce qui est plus qui est un frein par rapport à l'accès des femmes aux métiers et aux technologies de l'information et de la communication en général. Et donc, on est vraiment dans tout ce qui est c'est vraiment important d'en faire une priorité mondiale, de faciliter l'accès des femmes à ces TIC, puisque ça contribue quand même au développement, pas seulement de tout ce qui est social, mais aussi économique, et montrer qu'il y a vraiment un impact quand on a des femmes dans les entreprises, des femmes dans la recherche, et c'est l'expertise de Julie qui va nous partager ça maintenant. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, je suis docteur en informatique et c'est marrant parce que j'ai cherché quel était le terme en féminin finalement, parce qu'on dit toujours docteur. Alors après, il dit docteur avec un E, mais finalement, quand on le dit, ça n'apparaît pas que je suis une femme. C'est un métier qui pourrait être celui d'une femme. Donc en fait, on va dire doctoresse en informatique. Je ne sais pas si le terme existe. J'ai regardé sur Internet et apparemment, c'est celui qui est le plus plébiscité, c'est docteur avec un E. Mais je trouve que ça invisibilise de nouveau le fait que je sois une femme. Donc on va dire doctoresse en informatique. Effectivement, c'est une question qui me touche particulièrement. Donc j'ai évolué pendant ici plus ou moins 7 ans dans une faculté d'informatique à l'université de Namur, où j'ai très vite remarqué qu'il y avait un problème au niveau de on va dire la rentrée de femmes dans ce cursus qui est assez long pour aller vers des métiers de la tech. C'est un cadre particulier, évidemment, c'est l'université, donc encore faut-il qu'on veuille aller à l'université, mais toujours est-il qu'on était plus ou moins en 2015 à 8% de femmes qui rentraient donc en première bachelier.
Et le souci avec tout ça, c'est que finalement, déjà, on n'a que 8% au début. En plus, toutes ne continuent pas parce qu'il y a souvent une mauvaise représentation du métier. Et donc, on a une fuite qui se fait au fur et à mesure de la première année. Et puis finalement, après, une fois qu'elles sont là, elles restent, et c'est de bonnes étudiantes. Donc finalement, elles parviennent bien au bout, mais on n'est pas sur des grandes quantités de femmes qui sortent. Et encore après, effectivement, une fois qu'elles sont dans leur emploi, ben, elles vont probablement quitter. On va voir un peu pourquoi. Donc pourquoi est-ce qu'on essaye d'avoir plus de femmes? Tout simplement, on a besoin de nombreuses personnes dans des métiers de l'IT. Et comme Hillary Clinton le disait, les femmes sont le plus grand réservoir mondial de talent. Donc c'est-à-dire que s'il faut remplir des métiers, ben, autant aller chercher là où il y a le plus de talent. Donc c'est une première chose. Il y a évidemment toute la problématique des technologies biaisées, donc tout ce qui est conçu par des hommes pour des hommes et qui finalement donc ne sont pas réfléchis de façon implicite. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est tellement ancré dans la société ce clivage entre hommes et femmes et ce rôle sociétal qu'on nous impose que ça se fait assez naturellement. Donc je veux dire tous ces stéréotypes qui sont inculqués dans une technologie, ben c'est fait de façon sans vraiment que la personne s'en rende compte, donc sans que l'homme s'en rende compte. Ça ne touche pas que la problématique de genre, hein, donc il y a d'autres problématiques qui sont touchées là. Mais tout simplement pour vous donner un exemple, un ordinateur, ça a été pensé par un homme pour un homme finalement, et ça n'a pas du tout été pensé par une femme. Mais maintenant, si vous demandez, donc moi j'ai été assistante d'un cours qui s'appelait les interfaces homme-machine, où on devait réinventer les technologies de demain. Ben, en fait, c'est très difficile pour une femme maintenant d'essayer d'imaginer l'ordinateur autrement, puisqu'en fait, on nous a tellement imprégné de ceci que tous les ordinateurs qui étaient créés étaient finalement ce neutre masculin. Donc, c'est-à-dire que la neutralité est masculine et on ne se rend plus compte. Et puis, il y a aussi tout le fait qu'on veuille aussi, donc, il faut plus de femmes dans la tech parce qu'il faut éviter de multiplier les inégalités de genre. Ce vers quoi on va si on est moins nombreux à aller dans la tech. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers rémunérés et des métiers qui sont en demande. Donc, on essaye effectivement d'emmener des personnes vers des métiers bien rémunérés et en demande et pas vers des métiers qui vont déboucher sur du chômage ou en tout cas une inactivité. Donc par rapport à ça, ce qui est assez intéressant à savoir, c'est que actuellement dans la tech, on est plus ou moins, il y a, d'après les dernières sources, donc 1,87% de femmes seulement qui travaillent dans la tech pure, donc dans le domaine technique pur, contre 7,8% des hommes, donc 4 fois plus d'hommes. À l'échelle mondiale, c'est sûr que c'est pas nombreux, mais quand on rapproche ça uniquement à la tech, ça fait vraiment effectivement moins de 20% en fait de femmes qui travaillent dans la tech. Et ce qui est assez intéressant à savoir aussi, c'est que les dernières études qui ont été faites en Belgique, c'était GenderScan 2021, donc sur les jeunes qui rentraient. Là, on avait déjà eu bien l'image que ce qui décourageait les jeunes à aller vers ces métiers, c'était les parents et les enseignants, principalement. Donc les images que la famille prônait, le manque de connaissances aussi de certains métiers. Bon, c'est sûr, c'est des métiers qui vont apparaître et qui ne sont pas encore créés pour la plupart, mais toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup de stéréotypes qui circulent sur les métiers de l'informatique, où on va dire qu'on est sur des métiers qui vont produire des ennuis de santé, parce que la personne est toujours assise, parce que la personne est toujours devant un écran, donc problème d'yeux, problème de dos, ou un problème au niveau de la circulation des jambes. On est isolé. Donc c'est un métier où on est vraiment solitaire, où tu vas rester tout seul chez toi, tu n'as pas besoin d'aller à un bureau. Après, je vous assure que c'est des fois vrai quand même, mais c'est le choix des personnes. Donc j'ai de tout dans mes collègues. J'ai des personnes qui aiment travailler seules et j'ai des personnes qui sont très fortement en demande de relations. Donc il y a la possibilité de trouver de tout dans le monde. Et ce qui se passe avec GenderScan, donc nos mesures de 2021 n'ont pas été reproduites, elles seront reproduites l'année prochaine. Donc on ne sait pas ce qu'il en est ici au niveau de la Belgique. Mais sachez qu'en France, entre 2021 et 2024, les inscriptions au niveau des hautes écoles et des facultés en informatique ont chuté de 6% chez les femmes. Donc c'est-à-dire que pour le moment, c'est encore en train de diminuer et de façon assez juste comme ça, je dirais qualitative, prise de mesures sur le terrain même, on a perdu nous des étudiantes. On est à moins de 8% actuellement à l'université de Namur. Donc c'est un peu triste, mais de voir que finalement, malgré tout ce qu'on met en place, c'est encore en train de diminuer. Après, pourquoi est-ce que... quels seraient finalement plutôt nos modes d'action? C'est toujours les mêmes. Donc je vous dis, c'est les parents, c'est les enseignants. On est toujours sur ces idées il faut déjà ce qu'on appelle les modèles, donc les rôles modèles.
Donc des personnes, des femmes qui sont en place dans la tech et qui peuvent montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent y arriver. Un exemple tout simple, c'est ce qui se passe à l'université. Dans notre faculté d'informatique, nous n'avons que 3 femmes actuellement. Donc sur une 50aine de professeurs, donc d'académiques, juste pour la position de prof d'UNIF. Mais sur ces 3 femmes, nous en avons une qui est mathématicienne, donc qui n'est pas considérée comme informaticienne, et nous avons une philosophe, donc qui n'est pas considérée comme informaticienne. Donc c'est-à-dire que sur 50 personnes, il y a une femme qui a un background d'informatique, en IA précisément, et donc c'est le seul exemple. C'est-à-dire qu'avant qu'elle n'arrive, elle est arrivée il y a 2 ans maintenant, finalement les jeunes filles devaient se dire tout simplement, on peut faire carrière dans la recherche, mais en tout cas on ne peut pas devenir académique, parce qu'on n'en voit pas à Namur. Donc c'est une première chose, et ces modèles, en fait, il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup. On nous cite souvent Marie Curie, mais le problème de Marie Curie, c'est l'excellence. Donc il y a peu de personnes qui ont 2 prix Nobel et qui ont la carrière de Marie Curie. Donc c'est important d'avoir des modèles accessibles. Ce qui s'est passé, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Donc c'est-à-dire que beaucoup de femmes se sont fait voler leurs recherches et leurs résultats, ce qui a fait qu'on a invisibilisé finalement la position de la femme dans le numérique, parce qu'il faut savoir qu'avant les années 70, le numérique, c'était principalement les femmes, parce qu'il fallait avoir des petits doigts, parce que c'était beaucoup de connexions électroniques, et que finalement, les premières programmeuses, Grace Hopper, Margaret Hamilton, c'était des femmes. Et même si on cite ce qu'on appelle les 6 ENIAC, donc les 6 personnes qui ont finalement programmé le tout premier ordinateur, donc l'ENIAC. Donc tout ça, c'était des femmes, et à ce moment-là, c'était plutôt un travail qui était considéré comme socialement peu valorisé, peut-être peu payé. J'ai pas de notion de prix à cette époque-là. Toujours est-il que quand ça a commencé à être mieux valorisé et mieux payé, les hommes ont commencé à revenir dans la discipline, et finalement les femmes en ont été exclues. Et cet effet d'invisibilisation finalement de la présence des femmes, ça existe dans tous les domaines, hein. Donc c'est à peu près ce qui se passe dans toutes les sciences. C'est pour ça qu'on a des problèmes de présence de filles dans les sciences. Ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si vous aviez connu, je ne me rappelle plus son prénom, la jeune fille qui a, je dois la voir dans mes notes ici, mais pour pas les chercher, mais la jeune fille qui a créé la première image du trou noir. C'était en 2018, je pense. Ça ne retomberait pas sur son nom comme ça. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que 6 mois après cette découverte, en fait, elle a été harcelée sur les réseaux sociaux, partout. Donc elle a dû couper son téléphone, elle a dû changer de téléphone, etc. Tout simplement parce qu'en fait, les gens ont dit elle a volé les résultats d'un homme. Donc on n'a pas voulu croire que cette jeune fille avait elle-même fait cette découverte, et on l'a harcelée parce qu'on lui a dit tu vas maintenant te dénoncer et dire que tu as effectivement volé les résultats d'un de ses collègues. Ils ont même cité son nom. Donc ça pour vous dire que encore à l'heure actuelle, ça arrive encore bien souvent. Donc ça c'est une chose. Après, donc comme je vous dis, donc cet effet Mathilda, on peut le contrer avec le fait de mettre des rôles modèles et faire ce qu'on appelle l'effet Scully. Ou Scully, je pense qu'on dit plutôt. J'étais pas une grande fan de X-Files, mais vous voyez qui c'est, donc l'agent Scully, en fait, était cette femme qui, si on a mesuré à l'époque de X-Files, une plus grande proportion de jeunes filles qui allaient vers des études scientifiques. Donc c'est pour ça qu'on a donné ce nom à cet effet, c'est-à-dire d'aller chercher des rôles modèles qui permettent aux jeunes filles de s'intéresser aux sciences et d'aller vers les sciences. Après, de nouveau, on est sur des rôles modèles accessibles. Sachez qu'un rôle modèle, il ne faut pas que la jeune fille s'identifie à toutes les caractéristiques du rôle modèle, parce que sinon vous ne les rencontrez pas toutes. Donc il faut vraiment les multiplier et les diversifier pour qu'elles puissent se rendre compte que oui, moi j'ai la même passion pour je sais pas moi, pour le cinéma que celle-ci, j'ai les mêmes origines ethniques que celle-ci, etc. Et donc il faut vraiment de tout. Alors il y a des rôles modèles, donc comme cette jeune fille qui a fait la première image du trou noir, c'est assez intéressant. On a une jeune fille belge qui a fait un tour du monde en ULM, Zara Rutherford, qui est un très chouette rôle modèle aussi. Maintenant, moi, quand je la vois et quand je vois le cursus de ses parents et les facilités qu'elle a eues, voilà. Ça, c'est un effet négatif de son rôle modèle. Donc, il faut toujours faire attention de ne pas toujours avoir un rôle modèle qui paraît inaccessible. Et donc, comme rôle modèle, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'aller chercher des étudiants. Donc, quand je suis à l'UNAMUR, c'est facile. Je regarde sur LinkedIn. Maintenant, tout le monde est plus ou moins sur LinkedIn, d'un nouveau au niveau professionnel. Et je vais chercher une doctorante chez moi, une étudiante qui vient de finir le bachelier en physique. Donc, des personnes qui sont vraiment des personnes proches de la réalité des jeunes filles actuellement.
Deuxième truc, tu me dis que c'est trop long. Non, juste j'allais intervenir par rapport au fait, c'est le cas de l'UNAMUR, mais peut-être aussi dans les entreprises, il y a aussi ce besoin de modèle. Il faut vraiment aller chercher les modèles. Après, je suis un peu exigeante par rapport à ça, dans le sens où si vous voulez attirer vers des études techniques, il faut que le background soit technique. Et donc ça, c'est un petit peu le souci que j'ai actuellement avec le monde de la tech, c'est que comme on n'a pas ce cursus, et moi non plus, vous savez, je suis chimiste à la base, donc je n'ai pas non plus fait master en informatique ou des études en informatique. Donc il y a toujours ce souci de se dire, qu'est-ce qu'il faut montrer à la jeune fille? Est-ce qu'il faut montrer qu'on a dû passer par des études en ingénieur de gestion et puis de revenir dans la tech d'une autre façon? Ou est-ce qu'on veut les attirer? Donc c'est toujours un peu, il faut vraiment peser ce que vous voulez montrer. Donc on a plein d'exemples des industries, mais sachez qu'actuellement, si on est nombreuses dans la tech, c'est parce qu'on s'est battu pour y arriver, qu'on a dû passer par des chemins détournés et qu'on n'est peut-être pas non plus, faut être honnête, on n'est peut-être pas les meilleurs exemples. Je veux dire, moi je vais pas dire aux jeunes filles, si vous voulez faire un doctorat en informatique, passez par la chimie, et puis refaites un bachelier en informatique, et puis refaites 6 ans d'études au niveau des psychos pour retourner après sur un doctorat. Je suis pas du tout un rôle modèle en ce sens-là. Donc voilà. Par contre, je peux l'être pour d'autres aspects. Donc c'est toujours un peu, faut peser le pour et le contre et bien mettre en évidence ce qu'on veut mettre en évidence par rapport au public qu'on a devant nous. Pour des femmes en réorientation, évidemment, on est de très bons rôles modèles parce qu'on peut montrer que on est là et qu'on a dû passer par des chemins détournés, mais qu'on est quand même arrivé. Après, au niveau de l'orientation, il y a un gros travail à faire sur l'image des métiers, évidemment, sur les compétences qu'on doit développer dans ces métiers, toujours ce problème du syndrome de l'imposteur chez les femmes qu'il faut combattre. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut... un travail de longue haleine, parce que si vous allez dans des salons SIEP, donc les salons d'orientation des jeunes, allez voir ce qu'on dit sur les métiers, les stands de métiers techniques. On va vous parler de maths. On va dire, si t'as pas fait 6 heures de maths, sache que tu vas galérer. C'est pas du tout le genre de discours qu'on doit faire à des jeunes filles qui déjà ont un problème en mathématiques, mais bien souvent le lien maths-tech, il est souvent direct, et donc forcément, on va aussi générer ce problème que les jeunes filles se disent tout simplement, c'est pas pour moi parce qu'en fait je suis pas capable. Et on ne va pas dans un milieu qu'on ne connaît pas assez facilement, ni dans un milieu où on va se dire, je vais commencer des études et je vais vraiment galérer. Donc c'est quelque chose qui est assez simpliste finalement, mais qui est difficile à mettre en œuvre parce que cette image de compétences à avoir qui ne sont pas les compétences que les femmes ont selon les personnes qui actuellement interprètent le métier de l'informatique, voilà, comme c'est des stéréotypes bien ancrés, demander à un enseignant ce qu'il va promouvoir au niveau des métiers dans ses classes. Sachez que le métier le plus promu en Belgique par les enseignants, c'est le métier d'enseignant. Et puis après, il va venir le métier de médecin, parce que ça paye bien. Et le troisième, c'est chercheur. Mais chercheur, ça ne veut rien dire. Je suis chimiste, chercheur, ça ne veut rien dire. Tout le monde est chercheur, et donc c'est assez compliqué de se dire que maintenant, il faut que les enseignants ils aient une image de tous les métiers possibles. Après, je ne sais pas ce qu'on leur demande. À mon avis, il faut plutôt passer par des centres d'orientation et que tout le travail soit fait plutôt par les hautes écoles et tous les organismes de formation sur l'image qu'ils renvoient de leur formation. Et le troisième argument du problème, et je le cite juste parce qu'à mon avis, on va l'évoquer plusieurs fois, c'est le sexisme. Donc, sachez que 50% des femmes qui travaillent dans la tech sont victimes de propos sexistes à l'heure actuelle. Donc, quand vous savez ça, les jeunes filles, elles n'en ont pas conscience quand elles sont dans le cursus, mais avant 35 ans, une femme sur 2 part, en fait, de son métier dans la tech. Et donc, ça, c'est compliqué aussi parce qu'en fait, même si on les forme, finalement, elles ne restent pas. Et donc, il y a tout un travail aussi à faire là-dessus. Et les recherches montrent que c'est assez étrange, mais si une femme est minoritaire dans un domaine, en fait, les hommes voient les femmes comme des menaces de masculinité. Et donc, forcément, il va y avoir des propos sexistes qui vont sortir, même sans raison, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui est ancré chez les hommes aussi. Donc, voilà. Et c'est justement ça qui va me permettre de faire la transition
avec nos intervenantes suivantes, parce que on parle aussi beaucoup de leadership dans la tech et comment il faut qu'il y ait pas seulement des compétences techniques, mais aussi le développement de soft skills qui vont permettre aux femmes de s'affirmer, de se positionner et d'être conscientes aussi de tous ces biais qu'il y a dans les différents secteurs et principalement TIC et ICC. Et donc nous avons ma collègue Tiffany Andry, qui est professeure à l'ULB et a une expertise dans tout ce qui est communication et société numérique. Pas ma collègue, mais une formatrice chez nous, Noémie Eulenbrook, qui sort d'une formation Bicode en développeuse et qui est maintenant développeuse chez Atoll Network et donc formatrice chez Technocité. Et donc, elles vont pouvoir nous expliquer justement, mais quand en tout cas pour Noémie, en tant que développeuse, quelles sont les attitudes, les biais, les choses qu'on doit prendre en compte quand on se positionne dans un domaine technologique. Et peut-être Tiffany, par rapport à cette approche et ces constats, comment tu vois justement le leadership dans la tech, comment il doit se manifester et qu'est-ce qu'on constate par rapport à ça et les évolutions en tout cas ces derniers temps. Bonjour à toutes. Mais donc voilà, moi je suis développeuse et comme ça a été dit, j'ai pas fait l'université, j'ai été dans une formation à Bruxelles de 7 mois plus 3 mois de stage. Et dans cette formation, ils utilisaient la pédagogie active. Ça veut dire que on avait nos projets, nos buts, et c'était à nous de nous débrouiller pour acquérir les compétences nécessaires en programmation pour atteindre ce but-là. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'en effet, les soft skills c'est essentiel parce que il est beaucoup plus difficile d'apprendre à savoir-être. Donc les soft skills, c'est le savoir-être, c'est les compétences humaines, que d'apprendre à savoir faire, donc les hard skills. Donc quand moi j'ai passé toutes mes interviews pour trouver un travail, on s'est rendu compte que, enfin en tout cas moi je me suis rendu compte que je devais beaucoup plus mettre en valeur la personne que j'étais, les compétences humaines que j'avais, donc mes soft skills, plutôt que mes hard skills, parce que de toute façon j'étais junior, mais aussi parce que l'informatique ça avance tellement vite que dans 5 ans, si on n'a pas la capacité de se maintenir à jour, eh bien on est désuet. Donc c'est hyper important d'avoir comme soft skill en fait d'être autodidacte, d'avoir cette capacité d'apprendre, cette capacité de rester à jour. Ensuite, pour moi, la première chose en fait où je me suis rendu compte que c'était super important et ça m'a beaucoup aidé, je veux dire, dans ma vie, c'est cette gestion de l'échec. Donc ça veut dire en fait, je ne vois plus l'échec comme un échec, je vois l'échec comme étant, eh bien j'ai appris, j'ai fait une erreur et j'ai appris. En programmation, le premier code que vous pouvez créer, il sera jamais bon. Et c'est normal. Même le meilleur développeur au monde, le premier code qu'il va écrire pour résoudre un problème, pour faire un projet client, eh ben, ce sera pas le bon. Et donc, ce perfectionnisme de je ne fais rien tant que c'est pas parfait, faut le jeter par la fenêtre. Parce que c'est pas comme ça qu'on avance. On fait une première version, il y a des erreurs, c'est normal, il y a des bugs, c'est normal. Et si on arrive à résoudre assez de bugs, résoudre assez d'erreurs, eh bien, notre programme, il va tourner, il va être stable. Et puis dans 3 ans, il faudra le maintenir à jour parce que la technologie aura changé, donc il y aura des erreurs, des bugs, et c'est normal. Donc en fait, c'est vraiment, enfin pour moi, la compétence clé que j'ai pu développer chez moi et qui m'a beaucoup aidé dans mon métier, c'est cet esprit d'être orienté solution. Donc les problèmes, ce ne sont pas des problèmes. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et donc c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai un problème, ok, très bien. Comment je peux le résoudre? Et donc d'avoir cette persévérance, d'avoir cette succession d'erreurs et de bugs et de problèmes, et de se dire, eh bien, je vais les résoudre un par un, et à la fin, eh bien, j'aurai atteint mon objectif. Donc c'est vraiment cette pour moi, ce soft skill, donc cette compétence humaine qui est super importante dans le métier que je pratique, donc qui est le développement, la programmation. L'informatique, c'est bien plus large que ça, mais voilà, moi, c'est cette partie-là que je connais. Et alors, mais comme on a parlé, être développeur, c'est pas être dans sa cave, avec sa capuche, avec juste la lumière de son écran, être tout seul et pas te laver pendant 3 jours. Ça, c'est un cliché qui est totalement faux, ça je peux vous dire, autant pour moi, je vous rassure, que pour mes collègues. Et donc,
il faudra bien se rendre compte en fait que cette compétence de communication, elle sera aussi super importante. Parce que quand on est développeur, on travaille avec d'autres développeurs et on travaille avec d'autres personnes qui ont d'autres profils. Ça veut dire que cette compétence de communication, de savoir mais bien communiquer, pas avoir de malentendus entre nous, c'est super important. C'est beaucoup plus facile de communiquer avec des personnes qui ont le même background, parce qu'alors on peut utiliser les mots techniques et on se comprend à demi-mot. Il y a aussi beaucoup de communication et de relations avec des personnes qui n'ont pas le même background technique que nous. Et il est donc hyper important de savoir bien communiquer et de bien savoir vulgariser. De se mettre à la place de l'autre et de dire, voilà, mon client, il me demande quelque chose, mais il ne sait pas me demander ce qu'il veut dans les termes techniques parce qu'il n'est pas programmeur et c'est normal. Et donc moi, je dois le comprendre et ensuite je dois lui répondre en disant, ça ne sert à rien que je lui sorte des mots techniques qu'il ne comprend pas. Ça me fera peut-être paraître intelligente, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'il comprenne la solution que je lui propose et on voit si c'est la bonne qui lui convient. Et donc, cette communication de je comprends ce qu'il me demande, je le traduis dans ma tête, dans un langage technique, je vois les implications que ça a, et puis après, je lui repropose une solution dans un langage usuel pour qu'il comprenne ce qui se cache derrière. Il n'a pas besoin de comprendre tous les tenants et aboutissants, mais au moins, il aura compris la solution qui se met en place. Et bien, en fait, ça, c'est super important. Donc, c'est d'avoir, voilà, pour moi, les deux compétences clés que je me rends compte qu'on néglige dans notre aspect, dans notre discours par rapport au développement, et pourtant qui sont essentiels, c'est cet esprit orienté cette solution, cette persévérance, et cette communication, que ce soit avec les collègues de même profil, de profils différents, ou les clients. Merci. Donc Tiffany, tu confirmes par rapport à ces points qui sont importants, ou est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que... Oui, moi, il y a une chose que je constate dans ton discours, en fait, c'est surtout donc déjà cette capacité de recul et d'analyse qui est nécessaire dans le domaine pour pouvoir rester calme et résilient. Mais au-delà de ça aussi, c'est surtout la confiance en ses propres compétences. Pourquoi je parle de ça? Pour recadrer un petit peu, en fait, par rapport à mon profil. Moi, je ne suis pas dans la tech pure et dure. Je suis professeure à l'université, donc à l'ULB, ici sur le campus U Charleroi, avec une nouvelle formation qui va ouvrir en septembre en technologie numérique pour l'information et la communication. Et en fait, j'ai toujours eu cette appétence, même enfant, pour chipoter sur des logiciels, bidouiller, quoi. Mais j'ai jamais eu cette confiance en moi concernant des matières plus, on va dire les mathématiques, les sciences, etc. Donc ça, c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Et d'autre part, en fait, chemin faisant au fil de mes études, donc j'ai fait la communication, et puis j'ai eu l'opportunité de faire un doctorat qui s'intéressait aux visualisations de données. Et en fait, au sein même de ce doctorat, je me suis rendu compte que la confiance que l'on avait en ses propres compétences allait jouer sur l'appropriation d'une information, d'un fait. Ce qui veut dire que si on n'a pas confiance, donc si par exemple une femme n'a pas confiance en ses compétences, notamment d'analyse ou de mathématiques, quand elle va voir une visualisation de données, elle va pas forcément bien se l'approprier, bien l'interpréter, parce que avant même d'essayer, elle va un petit peu jeter l'éponge parce qu'elle n'a pas confiance en ses propres compétences. Et donc ça, c'est un exemple pour illustrer ce que je vois en fait ici, c'est que tu as confiance dans tes compétences, et donc je pense que ça, c'est vraiment un élément clé en fait dans tout ce qui est leadership. Parce qu'en fait, on nous encourage pas en tant que petite fille, puis en tant qu'adolescente et en tant que femme, d'avoir confiance dans nos compétences. On nous apprend à être sage, à pas être extravagante, à être calme, mais en fait, ça nécessite d'assumer, d'avoir confiance en ce qu'on est, en ses compétences. Et donc, moi, je confirme tout à fait ce que tu dis. C'est un reflet en fait de mon expérience aussi, qui est pas dans la tech pure et dure, mais à un moment, il faut pouvoir en fait, grâce à on n'est pas obligé justement d'être extravagante et d'y aller à fond et de dire moi j'ai confiance en qui je suis, etc. Mais par contre, avoir confiance dans cette capacité de recul, d'analyse, de pouvoir se poser, de comprendre un problème, d'être capable de l'expliquer à d'autres avec justement qui on est, parce qu'on est une femme et qu'on a certaines caractéristiques qui peuvent être différentes, on va pas se le mentir. Mais c'est bien en fait. Et donc c'est vraiment ce que je vois dans ce que tu dis ici.
Mais justement, par rapport à ces compétences, je veux dire, des femmes, et pas seulement les compétences techniques, mais aussi les soft skills, il y a justement un rapport du Forum économique mondial en 2021 qui disait que pour fermer l'écart du genre dans l'économie numérique, si on le fait, ça pourrait ajouter jusqu'à 550 milliards d'euros de PIB annuel de l'Europe d'ici à 2050. Et donc, on se rend compte aussi de l'importance de la place de la femme dans la société pour le développement économique. Et donc, je me tourne vers Ghislaine Hieroué, qui est ici, qui représente le SPF Économie et qui travaille sur un projet, donc Women in Digital. Et justement, par rapport à ce constat, comment ce que vous faites au SPF, ces projets, etc., vous les menez, est-ce que vous voyez un impact par rapport à l'importance de la femme au niveau, comme levier de développement économique? Merci Bérangère. En fait, une des premières questions qu'on me pose quand je dis que je travaille au SPF Économie, c'est pourquoi est-ce que vous occupez des femmes dans le digital? Parce qu'en principe, on s'imagine que c'est une question de justice sociale, on s'imagine que c'est une question d'équité, mais il y a des réalités économiques aussi qui sont là, qui sont réels. Et quand on parle de chiffres et qu'on enlève un peu cet aspect, plus sentimental ou lié, à la justice, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas laisser les femmes derrière. On ne peut pas se permettre économiquement de se dire que la moitié de la population ne va pas participer à ce qui va représenter une grande partie du marché. Il faut savoir que d'ici, je pense 2030, 2050, entre 2030 et 2050, 90% des activités vont demander des compétences économiques, des compétences numériques. Donc, les femmes vont devoir participer tant bien que mal. Et ce qu'on essaie de faire au SPF, c'est vraiment de leur montrer qu'elles ont une place, qu'elles ont aussi la possibilité de s'épanouir dans ces métiers-là, et que ces métiers sont aussi un vecteur que ces métiers permettent aussi d'améliorer l'économie et qu'on va tous être bénéficiaires. Donc la plupart des personnes à qui je parle se disent « Ah, vous voulez permettre aux femmes d'avoir des meilleurs jobs, d'avoir des meilleurs salaires, mais en fait ça va avoir un impact sur tout le monde. » Parce que on sait très bien qu'un pays qui n'est pas stable économiquement va avoir un taux de chômage plus élevé, une précarité accrue, mais on se rend compte aussi que c'est les femmes qui vont être le plus touchées par ces problématiques-là. Donc pour tous les avantages du numérique, quand on regarde le pendant, on se dit, mais en fait, c'est les femmes qui vont être laissées pour compte. Je vous donne un exemple, on se dit toujours, le numérique va créer plus de travail. Oui, ça va permettre le développement de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais on se rend compte qu'en fait, les métiers qui vont être perdus, ce sont des métiers qui sont exercés par les femmes. Donc, encore une fois, on va avancer, mais on ne peut pas laisser les femmes derrière. D'un autre côté, on se dit aussi, ça va permettre une meilleure innovation, mais cette innovation va devoir impliquer les femmes pour que les nouvelles technologies prennent en compte les particularités qui sont propres aux femmes. On parle de la diversité de genre, mais ça permet aussi, il faut aussi penser à la diversité ethnique, de la diversité liée au milieu socio-culturel. Je vous donne un exemple très concret dans mon travail. On avait un projet qui concernait les tarifs télécoms. On s'est mis autour de la table, on a fait une réunion avec des personnes spécialisées et il y avait une personne qui était présente et qui nous a dit « Tout ce que vous dites est très bien. Vous parlez de tarifs télécom à un prix plus avantageux avec plus de gigas, mais je vous arrête tout de suite parce qu'il y a des publics auxquels vous allez parler de gigas qui ne vont pas savoir de quoi vous parlez, qui vont se dire mais en fait qu'est-ce que ça représente, qui n'ont pas forcément les compétences numériques. Quand on parle de compétences numériques, on pense aux compétences spécialisées, mais aussi les compétences numériques de base, de se dire que représente un gigabyte. Et la personne receveuse de ce message-là va se demander est-ce que ces gigas vont permettre de faire ce que je dois faire, regarder un match de foot, à mes enfants de faire leurs devoirs, oui ou non. Et donc, on s'est rendu compte que cette personne-là, grâce à son vécu, c'est une personne qui était issue d'un milieu plus précaire, qui était présente justement pour un peu tempérer cette discussion-là, nous a apporté une vision différente, nous a apporté vraiment une façon de repenser le projet en simplifiant parfois certaines choses. Donc oui, le numérique est vraiment un levier pour l'économie, mais il ne faut pas oublier les femmes dans cette évolution. Et par rapport au programme Women in Digital, plus spécifiquement, comment est-ce que vous apportez déjà des indications
par rapport à tout ce qui est l'implication des femmes, justement, comment elles peuvent se positionner, ou les projets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors pour vous parler un peu plus en détail du projet Women Digital, c'est une stratégie nationale qui se place dans un cadre européen. Donc il faut savoir qu'au niveau européen, on a des objectifs, notamment au niveau des compétences. En 2030, on espère que que 10% de la population européenne aura des compétences numériques et sera spécialisée dans l'éthique. En Belgique, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse passer ce message-là aux femmes via ces stratégies. Et en fait, cette stratégie a été développée autour de 5 objectifs. Alors, je vais les passer en revue assez rapidement parce qu'elles sont liées à ce que mes collègues ont dit précédemment. Le premier objectif, c'est d'avoir plus de femmes qui sont diplômées dans l'éthique. Après, on s'est dit, mais pour amener ces femmes-là à être diplômées, il faut qu'on pense dès la petite enfance, il faut qu'on travaille sur la confiance, sur les soft skills notamment, et qu'on puisse les amener à aller vers ces métiers-là, vers ces diplômes-là. Et on s'est dit, tiens, quand ces femmes sont diplômées, elles se retrouvent à travailler dans un milieu qui n'est pas forcément adapté à elles. Donc, le deuxième objectif, c'est vraiment accompagner les femmes dans le marché du travail pour tout ce qui est éthique et tech. Et ensuite, on s'est dit, tiens, on se rend compte aussi que les femmes sont plus à même de quitter ces milieux-là. Donc le troisième objectif, c'est vraiment la rétention des femmes dans ces métiers. Et après, on s'est dit, mais en fait, pour arriver à ça, il faut aussi qu'on crée de nouvelles images, des rôles modèles, des personnes, voilà, tout est lié. Hein, donc je pense qu'ici, on se rend compte que c'est très complémentaire. Des personnes qui vont inspirer les jeunes femmes pour aller vers les diplômes, entrer dans le marché du travail et rester. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y a une partie de la population, donc des groupes cibles spécifiques, qui pouvaient aussi être laissés pour compte. Quand on sait que les femmes ont la plus grande charge parentale, que la plupart des familles monoparentales ont comme parent une femme, que les femmes ayant un handicap ou d'origine ethnique divers ou de milieux socio-économiques divers sont plus à même de ne pas être incluses, on a voulu axer le cinquième objectif, sur des groupes spécifiques cibles, en se disant qu'on devait fournir encore plus d'efforts pour ces femmes-là. Donc, cette stratégie est globale. On a essayé de toucher à tout. On ne s'est pas simplement dit, voilà, on va faire la promotion d'éthique, on va faire la promotion des métiers dans la technologie en se disant, voilà, il y a des bons salaires, mais on a voulu essayer d'aider les femmes dès leur plus tendre enfance et aussi plus tard dans la vie, lorsqu'elles veulent se réorienter, à se rendre compte qu'elles avaient une place et qu'elles pouvaient faire la différence au niveau économique. Merci. Et donc, favoriser l'inclusion, c'est vraiment la chose, en tout cas, chez Technocité, c'est ce qu'on fait avec des programmes, justement. Il y a ma collègue Vanessa Méné qui développe pour le moment un programme qui s'appelle Girls Connect, où elle va vous en dire plus après, mais on essaie justement de combiner tous ces aspects, pas seulement de rôle modèle, mais aussi d'inspiration, de mettre en avant les soft skills autant que les compétences numériques. Et donc, par rapport à ça, la partie d'inclusion, donc c'est vraiment important. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, on le voit de nouveau, il y a moins de 15% des chercheurs en intelligence artificielle dans le monde, par exemple, qui sont des femmes. Et donc là, ça souligne encore le risque de biais de genre qu'il y a dans les technologies émergentes et comment on peut aujourd'hui, avec justement tous ces outils, éviter justement ces biais. Et là-dessus, Tiffany, Vanessa, je sais que par rapport parce que Vanessa fait de la recherche aussi en plus de son job chez Technocité par rapport à tout ce qui est la question de l'inclusion des femmes dans la tech. Donc comment vous voyez ces évolutions avec ces technologies émergentes et comment justement éviter ces biais de genre qu'on voit de plus en plus? Oui, c'est ça. Donc bonjour à toutes. C'est vrai que voilà, donc je travaille chez Technocité, je suis chargée de projet, mais je suis également en reprise d'études. Voilà, depuis 2 ans, je fais un master et donc je rédige un mémoire sur la problématique de genre dans l'industrie technologique. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est en plein dans le sujet aujourd'hui et c'est vrai que c'est aussi donc un problème d'éthique en soi aussi. Et donc vous parliez du manque de femmes dans ces métiers, mais c'est aussi dans l'intelligence artificielle
essentiel, hein, comme vous le disiez, c'est qu'on est aussi sur des data gender gap, hein, comme on dit. Donc c'est qu'il y a un manque crucial de données de femmes dans les algorithmes, qui crée aussi beaucoup de biais de genre et de stéréotypes qui sont véhiculés et de manière colossale, hein, vu qu'on est dans un environnement mondial. Hein, le web n'a pas de frontières, comme on le sait. Et donc on arrive par exemple à des solutions technologiques de type une application pour la santé, qui a fallu attendre des années pour avoir le cycle menstruel qui est référencé dans l'application. Et donc ça cause vraiment des problèmes, même réels. Hein. On est dans un monde numérique, mais qui a des répercussions sur la vie réelle. Et donc ça, c'est un grand défi, hein, de pouvoir un petit peu dégenrer aussi ces bases de données. Ça va pas être facile à mon avis, parce qu'il y a des millions de données, je pense, qui sont déjà présentes. En termes d'images, je pense que sur Google, on est à 50 millions d'images qui véhiculent des stéréotypes. Donc pour changer ça, ça va être compliqué. Mais c'est clair que là où on peut intervenir, c'est aussi sur l'inclusion dans les équipes de développement de solutions. Et donc c'est clair que là, le fait d'avoir de la diversité de profils dans les équipes va pouvoir faire aussi changer les solutions qui vont émerger. Et donc ça permettrait d'éviter des applications. Donc on a par exemple Amazon qui avait sorti une appli de reconnaissance faciale, et l'application ne fonctionne pas pour les personnes de couleur ou pour les femmes. Où on se retrouve même avec un smartphone, par exemple, qui a été pensé de manière masculine et qui, du coup, sont moins adaptés aux mains des femmes. C'est des petites choses, mais qui ont de l'importance aussi pour les citoyens, et les femmes représentent quand même la moitié de la population mondiale, quoi. Donc, il y a tout intérêt aussi à penser à ça dans les développements numériques, en sachant qu'on est en pleine société digitale et que les applications, on les utilise au quotidien, en permanence, et ça a un impact énorme. Donc voilà, clairement ici on montre que les métiers ne sont pas que techniques et ne renferment des stéréotypes, mais qui sont des images symboliques, hein, et qu'on peut tout à fait déconstruire ça et se baser plutôt sur nos propres centres d'intérêt pour pouvoir intervenir quand même dans un secteur qui a plein d'avenir, qui est créatif, qui est innovant, et en plus vous allez pouvoir aussi changer les choses au niveau de la société dans son ensemble, quoi. Et par rapport à cet aspect sociétal, justement, Tiffany, toi, comment tu vois cette avancée des inégalités, qui est parfois paradoxale aussi par rapport à l'époque dans laquelle on vit, et comment tu les interprètes, ou en tout cas, comment on peut se positionner aussi pour les éviter au maximum? Ce que j'interprète, c'est que le numérique nous apparaît comme être quelque chose d'encore relativement neuf, même si ça n'est plus si neuf que ça. Et donc un terrain propice à plein d'opportunités, on peut tout refaire en quelque sorte. Et en fait, c'est pas vraiment vrai. Il n'y a pas de distinction entre le réel et le virtuel. Ce qui se passe sur une application au cours de votre journée peut avoir une implication dans votre vie, que vous ayez utilisé un GPS, que vous ayez reçu un message pour vous prévenir d'un retard, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de distinction entre réel et virtuel, même si c'est numérique. Et donc, en fait, ce qui se passe avec le numérique, c'est que c'est un miroir de la société. Donc, ça veut dire que, comme Vanessa l'a dit, tous ces stéréotypes vont se retrouver sur le numérique, les biais de genre également. Si vous demandez à Google Traduction de vous traduire lawyer, il va vous dire un avocat, il va pas forcément vous dire un avocat ou une avocate. Et la raison, elle est technique d'une part, parce que ce sont des hommes forcément qui ont codé ça, et d'autre part, elle est sociale. Parce que, en fait, on va plutôt dire une infirmière qu'un infirmier. Et donc, je pense que la façon dont on parle, elle est primordiale. C'est vraiment important de bien parler. Moi, effectivement, je suis toujours docteureux, et j'insiste toujours aussi sur le E. Et donc, il y a vraiment ce miroir, en fait, de la société. Enfin, moi, je considère le numérique comme un miroir de la société. Un miroir plein d'opportunités, mais un miroir quand même. Et donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Par ailleurs, pour moi, un facteur de changement aussi, c'est l'homme, en fait. Parce que, par exemple, aujourd'hui, je vois quelques hommes parmi l'Assemblée, mais pas assez. Je veux dire, personnellement, dans ma vie, et ça, c'est peut-être plutôt engagé ce que je vais dire,
Mais ce qui m'a réellement aidée, c'est d'avoir dans mon entourage des hommes, que j'appelle les hommes de ma vie, des mentors, qui en fait n'ont jamais considéré ma caractéristique féminine comme quelque chose m'empêchant de pouvoir atteindre un but ou de faire quelque chose. Il y a toujours des choses qui sont ancrées, ou des choses qu'ils ont peut-être dit parce que en fait ce sont des choses qui sont ancrées en nous depuis des centaines d'années, ça c'est sûr. Mais je trouve que impliquer les hommes dans cette transition, parce qu'en fait on est dans une transition digitale, mais autant en profiter pour transitionner vers autre chose et vers l'inclusion de tous les genres et de la diversité dans son ensemble. Je trouve que ça c'est vraiment un facteur important. Il faut vraiment impliquer ces hommes-là dans... Enfin, ce sont nos alliés en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que je pense par rapport à ça. Donc il y a vraiment la façon dont on parle, la formation des filles, la façon dont on parle aux filles et le fait d'impliquer les hommes dans cette transition et que, par exemple, l'année prochaine, ils soient bien plus parmi nous. Oui, clairement, on l'avait déjà dit l'année passée avec Delphine qui est ici et Vanessa, qu'on voulait plus d'hommes pour participer, mais même au final on se retrouve quand même avec des intervenantes et ces aspects rôle modèle, inspiration, et c'est vrai qu'il faudrait un peu plus les impliquer et en tout cas les inviter. Mais justement pour casser ces stéréotypes, je vais me tourner sur nos deux autres intervenantes, Leila et Federica. Donc c'est des personnes qui pour moi sont des rôles modèles toutes les deux parce que elles inspirent beaucoup les femmes et aussi à casser ces stéréotypes en les accompagnant, en les intégrant, en les présentant dans des mondes peut-être un peu plus masculins, et elles vont nous expliquer au quotidien ce qu'elles font comme démarche et comme initiative pour favoriser l'inclusion des femmes dans la tech. Donc Federica Nocerino qui travaille pour Google Women Tech Makers à Bruxelles, qui est aussi une gameuse, qui est influenceuse dans pas mal de domaines, et Leila Medan, qui est le CEO de Femmes Fières à Bruxelles aussi, qui est aussi une formatrice chez Technocité et qui travaille avec Vanessa sur le nouveau programme Girls Connect. Donc on est super contente de vous avoir toutes les deux. Et donc comment vous pouvez nous présenter vos activités au quotidien pour inclure les femmes dans ce monde encore un peu trop masculin? Merci. Et d'abord, je dois m'excuser parce que le défi personnel pour moi, c'est de parler en français. Je ne parle jamais en français. Et donc, c'est quelque chose que c'est important pour moi et je voulais vous présenter les initiatives. Donc, moi, je suis expat et je suis italienne d'origine. Et quand je suis arrivée ici à Bruxelles, je voulais trouver une communauté dans le domaine où je travaille, qui c'est la tech. Et je ne l'avais pas... C'est parfois très difficile de le trouver. Et c'est aussi très difficile, par exemple, de développer des soft skills comme le public speaking. Et c'est à ce moment-là que je me suis... trouver dans le milieu où je pouvais travailler avec des programmes soutenus par des entreprises et des sociétés qui sont reconnues au niveau mondial. Par exemple, je fais partie de Google Women Tech Makers et j'ai ouvert le chapitre ici à Bruxelles. Et c'est un programme qui se déroule chaque année, est soutenu par les Google employés, les ressources de Google, et tous les chapitres de Google sont diverses parce que ils font référence aux leaders de la cité. En général, le programme de Google Women Tech Makers, c'est un programme de bénévolat et soutenu par Google parce qu'il vous donne la visibilité, les ressources et la communauté. Mais par exemple, il y a dans certaines villes, par exemple à Bruxelles, où il n'y avait pas de chapitre. Donc, si vous avez par exemple des soft skills qui ne sont pas nécessairement techniques, mais vous avez envie d'être un leader, ou vous avez envie
envie de vous engager dans le public speaking, alors c'est quelque chose que vous pouvez ouvrir. C'est très facile parce que se déroule chaque année. Donc maintenant, vous pouvez postuler votre candidature sur le site web Women Tech Makers. Et ça, c'est seulement un petit entretien avec Google. Et si vous passez, vous pouvez devenir membre ou ambassadrice. Et donc, vous allez recevoir votre réponse jusqu'à septembre de cette année. Mais si vous voulez déjà participer à des activités, vous voulez déjà utiliser votre skill ou bien apprendre de nouveaux skills parce que c'est un programme ouvert à tous et à toutes, vous pouvez déjà, par exemple, contacter le lead de votre ville où vous habitez. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire partie. Par exemple, on peut créer du contenu, on peut vous donner un spotlight. Si vous avez envie, par exemple, d'enseigner quelque chose que vous pensez c'est peut-être utile à la communauté, n'hésitez pas à me contacter et on peut créer quelque chose ensemble. C'est un programme free de bénévolat. Il faut un peu d'effort, mais je pense que ça vaut la peine. Par exemple, c'est grâce à Google que j'ai eu la possibilité de voyager dans certains summits. J'ai eu une éducation un peu plus technique. Moi, mon background, c'est pas technique. J'ai travaillé dans la communication. C'est la communication dans le domaine tech, donc aussi l'open source. Mais la tech et en général le numérique, c'était quelque chose qui m'a toujours plu et c'est ma passion, c'est mon hobby et je voulais aussi faire partie de ce monde. Et je pense que pas beaucoup de gens pensent qu'il y a une place pour eux parce que ils pensent qu'il faut avoir nécessairement des skills tech, mais le tech comme l'open source, je travaille aussi dans l'open source, a besoin de tous et toutes et a besoin des compétences de communauté, de public speaking, de marketing, de operations et donc il y a de la place pour vous et mon conseil c'est de postuler et si vous avez envie d'apprendre quelque chose et aussi de faire partie d'une communauté parce que j'ai commencé à me présenter en disant que je suis une expat. C'est un moyen aussi pour moi de connaître d'autres personnes et d'avoir une communauté qui est aussi technique, mais c'est aussi où les gens ont les mêmes valeurs et la même passion. Donc, n'hésitez pas et postulez. Et si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Mais ça pour la partie donc Google Women Tech Makers, c'est vraiment important d'avoir cette notion de communauté. Donc j'ai eu la chance d'aller présenter le programme Girls Connect de Technocité et c'est vrai que tous les gens qu'on y a rencontrés, enfin Leïla, tu étais là aussi, c'est vraiment quelque chose qui me motive pour rentrer aussi dans certains cercles qui sont peut-être plus masculins, mais où les hommes sont pas contraires non plus d'avoir des femmes, mais parfois on n'ose pas, on prend pas l'initiative et appartenir à une communauté qui va comme ça vous ouvrir des portes et vous donner l'envie d'aller plus loin, c'est important. Et justement, comme on parle de communauté, Femmes Fières, c'est quand même aussi, c'est pas seulement une entreprise, c'est une communauté où Leïla, tu as vraiment aidé beaucoup de femmes à créer leurs projets, à aller dans l'entrepreneuriat. Il y a pas mal de choses que tu as faites, donc qu'est-ce que tu identifierais comme un exemple qu'on peut partager aujourd'hui de succès, d'initiatives comme ça pour inclure les femmes davantage dans la tech ? Déjà, bonjour tout le monde. C'est un petit peu fort, donc si jamais vous me faites la remarque, surtout pour celle devant, près du baffle. Donc enchantée, moi c'est Leïla Maïdan, la fondatrice de Femmes Fières. Femmes Fières, en quelques mots, s'est créée d'abord au Maroc en 2016, suite à des constats. On est très talentueuse, on a de l'or dans nos cerveaux, de l'or dans nos mains, et des fois en fait on ne sait pas comment générer de l'argent avec cet or. Et donc ma volonté était d'abord de me dire comment est-ce qu'on peut faire pour transformer une passion en un business, parce qu'on n'est qu'une passion, on n'est pas
nécessairement entrepreneur. On devient entrepreneur avec des compétences entrepreneuriales qu'on acquérit et avec des compétences numériques aujourd'hui qu'on acquérit également, parce que le numérique et l'entrepreneuriat, ça va aujourd'hui main dans la main, ça va ensemble. Et donc Femmes Fières a démarré vraiment avec ce constat-là, en disant on démarre généralement non pas d'une problématique technique, mais d'une problématique sociétale. D'ailleurs, hier soir, j'étais avec mon homme à la maison. Et je lui dis, alors, on fait généralement un team le soir, donc un petit exercice en disant, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait que tu as apprécié, etc. Et donc, il me dit, j'ai appris à automatiser une création d'offres d'emploi avec Zapier et ChatGPT. Enfin, le mec hyper content de ce qu'il avait fait techniquement. Et puis, il me dit, sauf que j'ai fait pour 3 métiers et je suis bloqué. Je dis, mais t'avais pas réfléchi au départ à comment résoudre un problème qui est de comment tu vas faciliter cette application pour tous les métiers, parce que 3 métiers c'est bien, mais il y a 3000 métiers minimum. Et donc il était bloqué. Donc je lui dis, moi si j'avais dû commencer ce problème, j'aurais fait l'inverse. J'aurais d'abord dit, les RH en fait ils galèrent avec leurs offres d'emploi, il faut les aider à pouvoir optimiser la création d'offres d'emploi et à faciliter, et donc on va faire en sorte de créer une application pour aider les gens. Et puis après, en fonction de la problématique sociétale, je vais venir faire en sorte de trouver la solution technique adaptée. Et il m'a regardé en me disant, ah ouais, moi je fais pas ça comme ça. J'ai dit, c'est assez intéressant et ça confirme en fait, généralement l'approche qu'on donne, l'approche qu'on a, c'est vraiment de vouloir résoudre quelque chose, un problème sociétal qu'on expérimente et on va trouver des solutions techniques pour y répondre. Et en fait, Femmes Fières, c'est ça. Femmes Fières, c'est de dire, on va pas créer 50% on va pas créer une société où il y aura 50-50% de développeuses, de développeurs, de gens dans l'IA, de gens. J'y crois pas, moi, cette volonté d'égalité 50-50 partout. On est différents, on restera différents. C'est pas là-dessus qu'il faut se baser. Il faut une équité. Ça veut dire que celles qui sont intéressées de se lancer là-dedans doivent pouvoir avoir accès et les moyens et les outils pour se lancer. Mais vouloir avoir une équité sur base des résultats, c'est-à-dire forcer en fait tout le monde aujourd'hui à être dans la tech, moi j'y crois pas du tout et je pense pas que c'est ça qu'on doit faire. Je pense qu'il faut pouvoir donner les outils, les moyens d'intéresser, mais d'arriver à avoir une autre approche qui est potentiellement une approche émanant de problèmes sociétaux. Bref, ça c'est une première chose. Mais donc avec Femmes Fières, on s'était dit, ce serait intéressant de voir pour celles justement qui ont des envies d'amener un changement, comment est-ce qu'on peut les outiller grâce à la tech. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est des workshops, des formations qui vont justement vous permettre par rapport à vos projets, à vos envies de changement, de vous donner les bons outils pour optimiser ce que vous faites, que ce soit au niveau de votre efficacité, que ce soit au niveau de votre visibilité en ligne, que ce soit au niveau de votre efficacité opérationnelle, pouvoir optimiser certains process, pouvoir aller plus loin dans votre créativité. Enfin, tous ces outils-là vous aident à aller plus loin, à aller plus vite et à pouvoir justement ouvrir un peu le champ des possibles. Et donc c'est avec cette volonté-là en fait qu'on a démarré et c'est ça qui fait qu'on a, je pense, aujourd'hui attiré pas mal de femmes dans ce qu'on a fait. C'est parce que on a réussi à comprendre peut-être une subtilité supplémentaire qu'on n'avait peut-être pas avant dans la communication ou dans ce qu'on essaie de mettre en avant comme avantage du pourquoi les femmes doivent aller dans la tech. Et donc en tout cas voilà, si je peux aujourd'hui amener ça, c'est vrai qu'on a tendance à donner les mêmes arguments aux femmes qu'aux hommes. Je vous avoue je suis très très contente d'être ici avec vous aujourd'hui, mais je déplore le fait qu'il n'y ait pas de plus jeunes. On a tendance à penser que les plus jeunes, comme ils sont nés avec la technologie dans les mains, en fait ils savent se débrouiller. C'est faux. Donc pour celles ici qui ont des enfants, pour ceux qui ont des enfants, c'est pas parce qu'ils vont sur TikTok et sur Instagram qui maîtrisent la technologie, c'est pas ça la technologie. Et donc il faut pouvoir aussi outiller les plus jeunes et leur donner en fait les compétences nécessaires pour qu'ils puissent justement faire en sorte de tirer parti de ces technologies et de devenir non pas juste consommateurs, mais aussi développeurs, acteurs, producteurs. Je m'éloigne peut-être un peu, mais je sais pas combien de temps on a. C'est parfait. Ça va, ok. Ouais. Mais j'ai fait une petite liste avant d'arriver parce que on parle d'initiatives que nous on lance. Donc c'est avec Femmes Fières, voilà, je vous parle de workshop. D'ailleurs, celle qui reste avec nous à 11h, il y aura un workshop un peu sur l'IA. Donc voilà, je serai ravie de vous outiller sur les outils d'IA notamment. Mais Noémie, elle fera celui sur le développement. Yes. Et donc, je voulais, alors c'est vrai que c'est un peu plus sur Bruxelles, je suis désolée, je ne connais pas encore tout l'écosystème wallon, mais je suis certaine que mes collègues ici pourront compléter ce que je dis. Mais en termes d'initiative, il y a quand même pas mal de choses, que ce soit au niveau de la blockchain, du Web3, où vous avez d'ailleurs Further avec Lorena Billy qui est là, dans la salle juste derrière. Je sais pas où elle est là, elle est juste là, elle a bougé, voilà. Donc elle a lancé une initiative pour aussi sensibiliser les femmes sur les technologies plutôt liées au Web3. Vous avez Stream Her, que vous connaissez aussi peut-être, qui fait du streaming. Elle,
c'est aussi pareil un rôle modèle, mais plutôt pour les femmes gameuses. Vous avez Fautif à Bruxelles, donc The Future of Tech is Female, c'est un acronyme, où ils font différentes conférences aussi avec le Google Digital Atelier notamment. Vous avez Women in Big Data, Women in AI aussi qui existe. Vous avez Girleak qui s'occupe plutôt de tout ce qui est communication, marketing. L'Orange Digital Center qui est un peu comme le Fab Lab que vous voyez juste derrière, qui sont aussi super pour tout ce qui va être plutôt lié à la fabrication numérique, donc des outils comme les imprimantes 3D, les imprimantes, les imprimantes digitales aussi. Enfin, il y a plein de trucs, des presseuses et tout. Ça, c'est vraiment génial pour ceux qui sont plutôt la fibre manuelle. Vous avez par exemple le programme de Girls Connect qu'on vous expliquera tout à l'heure, qui est gratuit. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrite, il faut vous inscrire. Et d'ailleurs, j'ai l'occasion de faire formatrice, donc c'est pour ça aussi qu'il faut s'inscrire parce que ça va être cool. Et j'ai reçu hier un appel à projet européen. L'Europe s'est décidée de financer spécifiquement les femmes qui sont fondatrices de start-up dans la tech, et donc on a un nouveau fonds avec un appel à projet qui peut monter jusqu'à 75 000 €. C'est un soutien financier, mais pas que, un soutien aussi au niveau du network, au niveau des compétences. Donc moi je postulais et je trouve ça juste génial de pouvoir avoir effectivement ce type d'initiative. Alors bien sûr, j'ai hâte que cette initiative n'existe plus parce qu'on n'aura plus besoin, mais pour le moment, il y en a besoin. Les femmes aujourd'hui, si vous ne savez pas, au niveau de financement en capital risque, les femmes lèvent seulement 1% de tous les capitaux risques en Europe. 1% sur 200 milliards. Pour vous donner un peu une idée, okay, c'est rien du tout. Et donc l'Europe doit venir compenser au niveau de ses financements pour faire en sorte que, en tant que femme entrepreneur, on puisse aussi bénéficier de différents financements et pour développer nos startups et pour grandir, etc., etc., etc. Donc oui, et par rapport aux initiatives, donc j'en profite pour faire un petit clin d'œil. Il y avait Laurence Jacobs qui devait être avec nous aujourd'hui d'Agoria et qui est vraiment quand je l'ai entendue au téléphone, franchement, elle ne pouvait pas venir ici malheureusement et elle s'en excuse. Mais elle représente donc ces mouvements cette initiative de femmes dans la tech avec Agoria. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Women in Tech. Et donc ce livre, il est vraiment rempli d'informations utiles et intéressantes sur des femmes qui ont aussi des projets. Il y a des références à des initiatives, à des programmes. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Et en tout cas, on essaiera d'avoir Laurence Jacobs dans un prochain événement parce qu'elle a plein de choses aussi racontées sur la question des femmes dans la tech. Alors maintenant, on va peut-être vous laisser la parole par rapport à vos questions. On a préparé aussi quelques petites questions, mais je ne sais pas si dans le public, on a une super catchbox qu'on peut vous passer au niveau micro si vous voulez vous exprimer ou parler aussi de vos propres initiatives, ou est-ce que vous avez des questions précises pour nos intervenantes? Il suffit de parler dedans. Faut allumer. Bon bah. Je vais me lever. Oula. Voilà. Moi j'ai une question un peu pour toutes les intervenantes. On a bien parlé de la place de la femme dans la tech. Vous avez un petit peu abordé le sujet que les hommes ne sont pas des ennemis, mais justement des partenaires. Est-ce que tout ne débuterait pas justement de l'éducation des enfants garçons, justement pour qu'ils laissent cette place, cette équité entre guillemets, et ne plus créer ce sexisme déjà à l'école, dans les milieux justement de l'enseignement des différentes sections et compétences technologiques. On a 2 heures pour débattre. Non, voilà. Merci. Après, l'éducation de l'égalité, c'est quelque chose qui est prôné par la FEB depuis longtemps, et il y a des sites qui existent avec plein de ressources. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir à quel point les enseignants ne sont jamais allés sur cette plateforme. Et donc finalement, la FEB a financé la création de ressources pour montrer tout le sexisme qu'il pouvait y avoir dans les propos, mais aussi dans les comportements, dans la cour de récré, dans la façon d'organiser les classes. Enfin, il y a plein de choses qui sont répertoriées. Et puis quand vous faites une formation en genre au niveau des enseignants, ils ont l'air de tomber des nues en se rendant compte que ces choses existent et qu'ils ont effectivement des comportements qui génèrent ça. Donc oui, moi je suis pour
le changement dès la maternelle, puisque c'est vers 2 ans et demi que l'identité sexuelle se fait et que finalement, quand on est chez ses parents, les parents prônent déjà, en tout cas alimentent certains stéréotypes, et puis après on arrive à l'école et là vraiment il y a le clivage, un élève garçon, un élève fille. Maintenant le souci qu'on remarque, il y a tellement de démarches actuellement girls, qu'en fait il y a un problème de réaction auprès des petits garçons pour le moment, avec des petits garçons qui deviennent plus encore, qui disent la femme doit aller à la maison. Donc il faut toujours mesurer, hein. Donc c'est-à-dire que c'est toujours un peu le problème, c'est qu'on va pousser l'inégalité pour essayer d'atteindre l'égalité, et en créant ça vous amenez une réaction. Donc il va falloir que les enseignants soient bien formés pour pouvoir prendre ça en charge. Non, l'éducation, c'est le parent pauvre de la recherche. Hein, donc, et c'est la problématique pour moi actuelle. Tout revient à l'éducation. Donc oui, mais pas que pour ça. Pour le féminisme de manière générale, pas que pour ça. Mais quand on voit aujourd'hui, quand on doit cut des budgets, on cut dans quoi? On cut dans la santé. Et on cut dans l'éducation. On cut pas dans la défense, on cut pas dans plein de trucs, on cut dans l'éducation. Et donc tant qu'on va se dire en fait que l'éducation aujourd'hui n'est pas essentielle, mais en fait est optionnelle, et que c'est quand c'est juste un plus, on va pas y arriver. Et si on compte sur, la bienveillance, la bienséance de tous les parents, on va pas y arriver non plus. Donc voilà, il faut créer aujourd'hui beaucoup plus de sphères. Et comme ma collègue Julie l'a dit, tu as des choses qui existent, sauf que de nouveau, on va créer des choses, on va pas communiquer dessus, et ça meurt. Et en fin de compte, tous ces budgets, il y a des millions et des millions qui sont investis chaque année. Vous vous rendez pas compte, en fait, le nombre d'argent qui est perdu à cause, en fait, d'un projet juste mal pensé. On va tout mettre dans le produit, on va rien mettre dans la com, et on va pas penser à venir outiller les gens. On va se dire, tiens, parce que ça existe, allez dessus. C'est parce qu'il y a Google que tout est accessible, hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne savent pas faire de recherche Google encore aujourd'hui et qui ne trouvent pas la bonne information. Donc il faut arriver à pouvoir outiller, accompagner. Et il n'y a pas d'argent dans l'accompagnement, malheureusement. Et la partie sensibilisation qui est essentielle aussi. Oui, et je rajouterais aussi, donc en plus de l'éducation de genre, c'est l'éducation aux médias, au numérique au sens large aussi. Et il y a le Chute Magazine, mais je ne sais pas si on l'a pris aujourd'hui. Tu l'as? Je vais vous le montrer après. Génial. Il y a en fait à la fin des petites astuces pour les parents, justement. Pour voir, donc il faut jouer en fait au gaming avec les enfants, il faut jouer avec eux, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir un petit peu casser les stéréotypes qui sont véhiculés, parce que même sur YouTube, on regarde des vidéos, il y a plein de stéréotypes dedans, hein, et la plupart c'est les vidéos pour les enfants en plus. Donc voilà, ouais, il faut vraiment communiquer, s'éduquer aux médias et au numérique, et il y a plein de petites astuces. Donc je vous invite à consulter le petit magazine après. Voilà. D'autres questions? Ça fonctionne ou pas? Ouais. Oui. Il faut le mettre proche. Je mets le cube devant ma bouche, ok. Mais voilà, mais c'est là que je dis que je suis enseignante en fait. Mais et je forme aussi les profs au numérique, et j'ai aidé à introduire le numérique dans les écoles, parce que pour moi c'est le fond du problème aussi. Et pour répondre à certaines interrogations, en fait les profs ne parlent pas de l'informatique à leurs élèves, parce que 95% des profs ne savent même pas c'est quoi, et ils savent à peine, pas 95, mais ouvrir leur adresse mail. Et c'est vrai que c'est un peu décourageant de voir qu'on met tellement de belles choses en place, alors qu'il suffirait dès le plus jeune âge de dire aux filles, oui, vous en êtes capables, vous pouvez y arriver aussi, et on ne devrait pas faire tout ça par la suite. Mais malheureusement, le découpage de la Belgique en communauté française, région wallonne, n'aide pas plus la chose. Mais donc, c'était intéressant d'entendre tous vos points de vue inspirants pour faire passer le message aux professeurs aussi, qu'il y a de l'avenir pour les femmes. Et ça, je vais peut-être rajouter au niveau de Technocité. Donc, il y a d'autres centres de formation aussi en Wallonie, dont Technofutur TIC, et qui forment les enseignants aux technologies. Enfin, il y a des projets STEM. Tu en fais partie aussi, Julie, où il y a énormément de démarches en place. En tout cas, si vous êtes enseignant et que vous ne trouvez pas dans vos structures l'accompagnement dont vous avez besoin, les centres de compétences sont là aussi pour aider dans ce sens. Puis je pense que ça va dans toutes les matières, hein. Donc, comme vous dites, ils ne parlent pas de l'informatique parce qu'ils ne savent pas. Les métiers de l'informatique, on les connaît très peu, mais il y a des tas de ressources qui existent, qui les décrivent, plus qu'un enseignant pourrait le faire. Donc,
Et puis il y a les cités des métiers qui discutent de tout ça. C'est la même chose pour tout, hein. Moi, je suis chimiste à la base. Si je m'étais cadrée sur ce qu'on voit de la chimie en secondaire, ben c'est sûr que je faisais pas chimie parce qu'on faisait que des titrages. Donc, et pourtant la chimie c'était bien plus que ça. Donc, je pense que c'est pas non plus le but de l'enseignant de connaître tous les métiers et de devoir référencer vers tout ça. Mais comme Leïla a dit, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans des ressources et ces ressources elles meurent. Et c'est le cas maintenant où effectivement il y a des plans de relance team pour le moment à tout va. Je serais bien curieux de savoir si quelqu'un est au courant de toutes les ressources qui ont été créées depuis 2 ans et qui vont se créer encore dans les 2 ans à venir. Parce que rien n'est référencé, parce qu'il n'y a pas un site commun, qu'il y a un truc qui s'appelle e-class pour les enseignants qui n'est accessible que pour les enseignants. Donc quand on n'est pas dans la sphère enseignante, on n'a même pas le droit d'y déposer une ressource. Et que finalement, les enseignants nous disent c'est une usine à gaz. Et de nouveau, quand on se retrouve sur le web, il y a tellement de ressources, comment savoir lesquelles sont bonnes, etc. Donc voilà, c'est effectivement un manque de pouvoir trouver les bonnes ressources pour pouvoir faire la bonne information. D'autres questions ? Alors, bonjour à toutes, je m'appelle Marie-Gisèle, je suis porteuse d'un projet. Je voudrais former les femmes africaines aux opportunités offertes par le numérique pour le scale-up, pour faire passer leur business déjà existant, des femmes entrepreneurs, pour faire passer leur business déjà existant à leur prochain niveau grâce aux opportunités offertes par le numérique. Parce que moi-même, je suis entrepreneur, je l'ai été pendant près de 7 ans, et j'ai dû interrompre mes activités à cause du Covid. Et j'ai repris mes études, je fais un master en culture numérique et stratégie de communication actuellement, justement pour mieux m'approprier toutes les opportunités qui existent. Et je voudrais partager cela avec d'autres femmes entrepreneurs comme moi, venant d'Afrique, et parce que je connais leurs problématiques. Alors ma question est pour Madame Iroué. Je voudrais savoir un peu plus précisément en quoi consiste votre accompagnement pour les femmes avec. Vous avez parlé de catégories spécifiques. Je voudrais savoir un peu plus dans les détails comment est-ce que vous accompagnez les femmes porteuses de projets et si vous avez d'autres détails qui pourraient être intéressants pour mon profil, ça m'intéresserait. Merci. D'accord. Merci pour votre question. Alors, il faut savoir que nous, on travaille au niveau gouvernemental. Donc, on ne fait pas un accompagnement direct. Par contre, on essaie d'être un endroit où différentes personnes qui sont intéressées peuvent se rencontrer. Donc, ce qu'on a créé, c'est un groupe de travail Women Digital dans lequel on a invité toutes les personnes, que ce soit des personnes qui travaillent dans le secteur public, dans le secteur privé, à se rencontrer pour pouvoir justement discuter de cette intégration, de cet accompagnement. Et en fait, notre plan, notre stratégie Women Digital permet de prendre en compte en fait ces spécificités-là. C'est simplement pour faire passer le message, pour dire aux personnes, lorsque vous parler aux femmes entrepreneurs, n'oubliez pas qu'il y a aussi des personnes qui sont d'une autre origine, qui viennent d'une autre catégorie sociale, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sinon le message était diffusé, mais à une portion du public qu'on veut atteindre. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment faire passer le message. On aimerait en fait que ces stratégies soient un peu la Bible, la base sur laquelle toute personne qui veut inclure les femmes dans le digital à jeter un coup d'œil en se disant ah oui, en fait on doit parler aux femmes jeunes, aux femmes plus âgées, aux femmes de toute origine et voilà. Donc ce qu'on fait à notre niveau, c'est qu'on organise des événements, on essaie de faire de la conscientisation, mais c'est vraiment pour faire passer le message à toutes les personnes qui le font sur le terrain. On n'a pas forcément de projets directs qui sont liés par exemple à un groupe ethnique spécifique ou à une catégorie spécifique. Mais maintenant, ça me permet de faire la transition avec justement ma collègue Vanessa qui peut expliquer donc le projet Girls Connect qu'on est en train de mettre en place chez Technocité et qui va commencer bientôt. Donc il y a les appels à candidature. Et Vanessa, si tu peux expliquer, parce que ça vous répondrait peut-être aussi à votre question.
Oui, ben donc voilà, il y a le projet Girls Connect ici qui est lancé cette année chez Technocité. C'est notre tout nouveau programme dédié aux femmes qui démarre le 13 mai prochain. Et ça démarre en fait par un cycle de coaching de 6 mois qui est pensé de manière très flexible pour vous permettre justement d'y participer tout en continuant vos activités, etc. Parce que toute l'approche théorique va se faire en fait en micro-learning. Et donc on a justement Leïla et Souta qui sont les 2 premières coachs et une troisième aussi, Léa, qui n'est pas aujourd'hui, mais qui sera partie prenante, voilà, de ce coaching. Et donc, on vous forme à la fois sur le soft skills. Et donc, c'est vrai qu'on a vu que c'était vraiment la base aussi pour vous permettre d'avoir un pied dans les technologies et dans l'industrie. Les outils numériques, évidemment, qui seront présents. Et alors, la gestion de projet. Donc, en gros, vous avez une idée, vous avez un projet ou une activité déjà lancée. Vous souhaitez amener une touche technologique à ce projet pour le faire développer et lui donner plus d'ampleur. Ou vous souhaitez vous-même vous former simplement à la gestion de projet et aux outils numériques, vous pouvez y participer gratuitement en remplissant donc un petit formulaire ici de candidature. Et j'ai d'ailleurs mes collègues Jenny et Fabienne, mais je ne sais pas si elles sont là, elles sont peut-être encore à l'accueil, qui pourront d'ailleurs vous aider à le compléter. Il faut savoir que donc on est sur de l'e-learning, mais pas que. On veut aussi construire vraiment une dynamique collective, d'intelligence collective et un vrai partage aussi et des rencontres ensemble. Donc, à la fin de chaque module, vous avez aussi des séances de présentiel qui vous sont proposées et qui seront animées aussi par nos coachs pour vous permettre aussi de débattre, de répondre aux problématiques que vous aurez pu rencontrer en ligne, etc. et d'évoluer ensemble pendant 6 mois à la gestion de vos projets. Et donc, ça se clôturera le 7 novembre, où là, on réunit tout l'écosystème, tous les partenaires du Girls Connect, dont l'e-campus aussi qui est bien présent pour soit vous accompagner à l'entrepreneuriat, mais par des structures d'accompagnement existantes, soit vous mettre en réseau avec les entreprises technologiques wallonnes et pouvoir décrocher un job aussi. Voilà. Oui, d'où l'importance, on en revient, du réseau, et ça c'est quelque chose que Technocité, on fait vraiment attention. On a aussi tout un portefeuille de formation auquel les candidates à ce projet pourront s'inscrire en fonction des besoins qu'elles ont dans certaines compétences numériques spécifiques. Et donc c'est un tout aussi avec tous des digital cafés et des sessions en public pour inspirer aussi, pour faire prendre conscience de l'avantage d'utiliser certaines technologies plus que d'autres. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle des technologies immersives, de comment ces technologies sont utilisées au quotidien et comment elles peuvent vous aider par rapport à vos projets, combinés à tout cet accompagnement, à la gestion de projet, aux soft skills. Donc c'est vraiment un programme complet qu'on vous propose, que vous pouvez suivre aussi bien en mode hybride qu'en présentiel. Et on est très flexible parce que justement on revient à ces 5 points que tu citais tout à l'heure, où on veut adapter le programme en fonction des réels besoins des femmes. Voilà. Mais je vais en profiter pour parler aussi des activités de nos partenaires. Donc, on a, si on peut les mettre sur les écrans, on a fait des petits QR codes pour pouvoir expliquer donc les prochaines activités. Donc, on s'inscrit ici dans une dynamique. Enfin, le Girls in ICT Day by Technocité aujourd'hui, ça fait partie d'une initiative où on est plusieurs femmes et hommes. Donc, j'insiste, on n'est pas que des femmes dans cette dynamique Women in Creative Tech en Wallonie, où on veut organiser justement des événements, de la valorisation, de la sensibilisation, des programmes, que ce soit de la formation, mais aussi de l'inspiration, du business. Et donc, il y a différents événements qui se passent. Par exemple, ici, aujourd'hui, ce soir, donc à Mons, il y a le club de la presse du Hainaut qui organise une soirée autour du marketing d'influence. Et ce sera, il y a encore des places, donc si ça vous intéresse, si vous êtes à Mons en fin de journée, ça promet d'être très intéressant. Il y a le 2 mai, donc qui est avec le petit flashcode si vous voulez accéder au formulaire d'inscription pour le projet justement Girls Connect. Donc le 2 mai, c'est la deadline pour rendre les projets. N'hésitez pas, comme Vanessa le disait, à venir nous trouver pour qu'on vous aide à voir si ça peut vous intéresser. Leïla, Souta qui sont là aussi si vous voulez plus d'informations. On aura aussi le 16 mai qui est une journée où il y a plein de choses qui se passent. Donc
Donc tout d'abord le Eurometropolitan Campus qui organise le WAPI Digital Day. Donc dans le cadre de cette journée, il y aura de 10h45 à 13h15 une rencontre des femmes chefs d'entreprise, dont Valentine Verdon de BizDef, Lindsay Leroy de Multius et Amandine Couton d'Orgarca qui viendront partager leur expérience et ça promet d'être riche connaissant ces profils. Et le 16 mai, il y a aussi le Women in Digital Summit, donc à Namur, qui est organisé par le KIC, donc au TRAC. Le Women in Digital Summit, il y a Marine et Delphine qui sont là aujourd'hui, qui pourront vous donner plus d'infos, qui ont laissé des petits flyers à votre disposition où vous pouvez aussi flasher le code et voir le programme de cette journée qui s'annonce très riche en partage d'expériences de nouveau de femmes dans la tech et aussi et pas que des formations pratiques. Il y a vraiment un programme très riche et ça fait partie de la dynamique Wake. Donc c'est une dynamique qui valorise la créativité numérique en Wallonie et il y a toute une partie formation et inclusion et diversité aussi. Et donc c'est important, c'est une initiative qui est faite par Digital Wallonia, donc par le gouvernement wallon, pour vraiment valoriser la créativité numérique et notamment l'inclusion et la diversité. Et alors aussi, il y a les événements donc de nos différents partenaires, donc Twist, le cluster Twist, qui a un groupe de travail Women for Twist. Donc vous pouvez vous inscrire dans la dynamique. C'est des entrepreneuses et on va travailler sur des rôles modèles avec elles dans le cadre du projet, notamment Girls Connect. Donc c'est important de suivre ce qu'ils font. Et Emplo avec Alice qui est là aujourd'hui et qui s'inscrit justement dans le Women in Digital Summit, qui aura des activités là. Donc Emplo qui aide les personnes qui ont des projets à se lancer au niveau des statuts, des choses comme ça. Donc aller sur leur site, c'est vraiment intéressant. Et enfin, un dernier événement, donc le 20 juin. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots. C'est donc au niveau du SPF Économie, vous organisez un événement dans le cadre du Women in Digital. Absolument. On organise en fait la réunion du groupe de travail Women Digital. Le secrétaire d'État à la digitalisation sera là. Ça sera un peu après les élections, mais c'est peut-être l'occasion de venir aussi parler de vos différents projets. Cette réunion-là sera axée sur le développement de KPI et aussi sur la réflexion quant à la création d'un forum. Julie le disait tout à l'heure, on ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas toutes les initiatives et du coup ça sera aussi l'occasion peut-être de venir nous dire ce que vous faites pour qu'on puisse éventuellement récolter les informations et essayer de créer quelque chose qui peut être une bonne base pour s'informer pour tout ce qui touche à l'inclusion numérique des femmes. Et il y a aussi quelque chose que je n'avais pas mentionné à Bérangère, mais en fait aujourd'hui on commence une campagne justement sur Women Digital, donc n'hésitez pas à aller sur nos réseaux LinkedIn, YouTube. Il y a des femmes qui sont venues justement discuter un peu de leurs expériences et qui parlent chacune d'un des 5 objectifs que je vous ai cités tout à l'heure assez rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, ça sera peut-être plus clair. Merci. Mais voilà, je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin de notre table ronde et j'aimerais bien en profiter pour faire quelques remerciements et vous expliquer ce qui se passe ici juste après. Donc, on va avoir 2 ateliers. Donc, il y en a un sur l'intelligence artificielle qui sera donné par Leïla et un sur le développement et ce sera Noémie qui va l'animer. Donc, ça se passera ici juste derrière nous. On va vous permettre de faire un petit break avec café, il reste des pains au chocolat et des croissants, donc n'hésitez pas à networker aussi encore un peu pendant qu'on installe les salles. Alors il y aura après, donc pour ceux qui restent après ces ateliers, un petit lunch sandwich et de nouveau une opportunité de pouvoir discuter, surtout si vous avez un projet et que vous voulez rentrer dans le programme Girls Connect, on est là aussi pour vous aider par rapport à ça. Et je voudrais remercier donc tous nos partenaires Emplo, le KIC, l'e-campus, Agoria, la maison de la presse, le club de la presse, pardon, et aussi le cluster Twist qui savait pas être présent aujourd'hui, mais qui nous a bien aidé dans l'organisation de cet événement. Et donc par rapport à aussi l'accueil d'Assiska, puisque pour ceux qui ne connaissaient pas, vous avez pu découvrir cet endroit qui est vraiment impressionnant, surtout au niveau réseau et partage. Il y a beaucoup des événements
qui sont organisés, donc n'hésitez pas à aller sur leur site pour voir ce qui se prépare et qui pourrait vous intéresser. Et je voudrais surtout dire un grand merci à mes collègues. Donc avec Vanessa, voilà, on a organisé ça et c'était passionnant parce que c'est aussi des causes qui nous tiennent à cœur toutes les deux. Mais voilà, la technique derrière avec Jérémy, Johan et Catel, la communication avec Virginie et Aurore qui est pas là mais qui a travaillé sur les réseaux sociaux, Quentin qui prend toutes les photos et puis nos collègues de l'admin qui vous ont accueillis et sans elles, voilà, on n'aurait pas toute cette organisation. Mais en fait, donc il y a Jenny et Fabienne et voilà, les gens qui sont chez Technocité, on est une équipe qui se met à votre disposition en tout cas pour les formations, pour vos besoins par rapport à ces thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, mais aussi d'autres. Et on a organisé ça dans le cadre du Digital Belgian Skills Fund, donc c'est à noter aussi. Voilà. Vanessa, tu as quelque chose à ajouter ou... Merci à tout le monde, merci à vous aussi d'être présents. Voilà, c'est grâce à vous aussi qu'il y a ce type d'événement et qu'on va continuer à faire. C'est vrai que Delphine est à l'initiative, c'est notre 3e édition, hein, et on est ravis de continuer encore à passer le message pour promouvoir une tech inclusive et on espère voilà que vous allez faire partie de la communauté Girls Connect qui vise voilà à rassembler tout le monde et à promouvoir cette technologie. Suivez-nous sur les réseaux, l'enregistrement a été fait de cette table ronde, donc je remercie bien sûr nos intervenantes parce que c'est toujours riche de pouvoir échanger, toute la préparation même autour et ça, voilà, des projets qui vont suivre, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à partager si vous connaissez d'autres personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, qu'elles puissent aussi s'inspirer de tout ce qui a été échangé ce matin. Voilà, merci à tous. Merci.